Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir la scène. Ici, c'est la loge. T'as-tu vu la loge? C'est ça, être un artiste. Ici, c'est une grande loge, c'est une école secondaire. C'est très grand. On a des petits... Regarde, venez voir. Ça, c'est le fun. Ça, c'est super le fun. On a des grignotines, des arachides, des biscuits, des chips. Puis... Oh, c'est pas fini, là. Ça, c'est intéressant. On a un frigo. Regardez-moi ça. Il y a des fruits, des sandwichs, des jus. De l'alcool aussi. Bon. Il y a des choses pour s'hydrater. Il faut s'hydrater. Hein? Pour faire de la scène, là, il faut s'hydrater. Alors ici, on marche, là, on commence à être nerveux parce que c'est avant le spectacle. Là, on est comme... Il y a des toilettes aussi. Ben oui, c'est important, les toilettes, les petits pipis nerveux. Bon. Oh. Venez-vous-en. C'est ici que je vais faire mes blagues. C'est ici que je vais faire. Salut tout le monde, comment ça va la chute? Tu veux-tu l'essayer, vas-y? Dis, salut tout le monde. Tu regardes les gens un peu partout. Salut tout le monde. Salut tout le monde! Comment ça va la chute? Comment ça va la chute? Faites du bruit! Faites du bruit pour Liam Morin! Yeah! Les gens vivent un petit stress là, quand on est sur la scène, même s'il n'y a personne encore. Il y a tout le temps un stress, mais là, cette tournée-là, c'est pas moi la vedette. C'est moi, j'anime. Puis ce qui est le fun, là, c'est que j'étais avec d'autres artistes qui sont super bons, fait que c'est un show qu'on a du fun de se voir. Puis on n'est pas tout seul en tournée, mais il y a tout le temps un petit stress, c'est sûr. Jusqu'à temps qu'on ait les premiers rires. Salut tout le monde! Bienvenue à la première de mon nouveau spectacle Assumé! Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Moi, ce que j'aime de mon métier, c'est faire le tour du Québec. C'est de rencontrer des gens, mais surtout, c'est de faire rire le monde. C'est le fun d'aller faire des blagues. Hier, j'étais à Québec. Aujourd'hui, j'étais à La Chute. Après ça, demain, je suis en tournage télé. Fait que ce que j'aime de mon métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. Assumer, c'est un spectacle où j'assume tout. 17 ans avec la même fille. Wouh! J'aimerais ça vivre avec elle longtemps. Ça qu'on soit mou, là. Tu sais, des vieux mous, là. C'est toujours différent? Oui, c'est tout le temps différent. Puis, mais ce qui est plus le fun, c'est quand on s'en va faire du stand-up, on fait de la route en auto, on s'écoute nos numéros qu'on a fait avant. Puis là, on arrive. Puis ce qui est le plus le fun, c'est les premiers rires. Quand il y a des premiers rires, après ça, tu fais OK, le travail est fait. OK. Puis quel est votre style d'humour? Mon style d'humour, c'est... c'est très bon enfant, un peu absurde. J'aime parler aux gens, j'aime confronter les gens. Tu sais, c'est un... Tu sais, le style, c'est du fallu. Du fallu, c'est... Je fais rire le monde, je raconte des histoires, de l'anecdote un peu. Mais tu sais, c'est surtout que c'est un... J'aime le malaise, j'aime les gens. Je veux que les gens aient du fun, qu'ils s'amusent. Mais c'est sûr que des fois, les gens ne me voient pas arriver. Fait que c'est ça, c'est un peu absurde. C'est quotidien. C'est surtout un gars qui travaille très fort. Si tu avais à pointer un trop mot, ça serait quoi? Moi, j'ai appris ce mot-là, puis je l'ai détesté longtemps, la résilience. À partir de ma naissance jusqu'à 7 ans, j'ai vécu dans 5 familles, mais j'ai vécu chez des oncles, des tantes. Moi, là, dormir longtemps à la même place, ça faisait pas partie de ma vie. Tu sais, j'ai vécu un peu avec ma mère, mais pas longtemps, avec mes frères, mais tu sais, c'est un petit clin d'œil, là. Quand je suis arrivé avec ma vraie famille, là, puis rempli d'amour, là, un an après, là, ça a fait un... OK, c'était pas normal, ce que j'ai vécu. On dirait que c'est là que je l'ai réalisé. Puis ça, c'était à ce moment-là? J'avais 8 ans. Parce que quand je vivais dans les familles, puis même que c'était pauvre, puis limite, là, c'était ma vie.
T'avais aucune autre référence. On n'avait pas d'Internet, on voyait pas, là. Notre référence, c'était ça. Tu sais, des fois on mangeait, des fois on mangeait pas. Tu sais, j'ai vécu l'extrême pauvreté, tu sais. Ouais. J'ai vécu la différence, j'ai vécu d'être le petit gars qui est pas propre. Tu sais, je me battais, moi, à cette époque-là, tu sais. C'était mes poings qui parlaient. T'étais en survie. Ah, man, c'est de la survie, mais c'est jeune pour faire ça, tu sais. Ben, je comprends. Sauf que ça m'a épuisé, là. Comment réagissez-vous si vous racontez une blague que vous trouvez drôle et que personne réagit? Ah, comment je réagis? Mais moi, ça me dérange pas parce que j'adore ça. Si les gens rient, mais parfois on écrit des blagues aussi, puis ça veut pas dire que tout le monde va rire, mais c'est parce que cette blague-là prépare d'autres blagues après. Fait que, tu sais, souvent, on fait un gag, mais des fois aussi, on pense que c'est drôle à la maison, pour vrai, là, ça m'arrive. Des fois, j'écris un gag, puis je fais ça va être drôle, et j'arrive sur scène, et là, le monde fait comme, de quoi tu parles? Puis après, des fois, je m'en ris juste, puis je m'écoute, puis je fais, j'ai oublié une phrase. C'est peut-être pour ça que c'était pas bon. Puis moi, j'ai le goût de vivre vieux avec ma blonde. Moi, ça fait 17 ans. 17 ans. Ah, merci. Ouh, le public capote. 17 ans. Mais j'aimerais ça qu'on ait le même verre. Ah, ça, c'est de l'amour. J'aimerais ça qu'on ait le même verre. Puis on met nos dentiers dedans. C'est de l'amour, ça, hein? Les deux en même temps. C'est sûr que le lendemain, je prendrais son dentier. C'est sûr. Et ma femme me dirait, hey, t'as pris mes dents. Mais moi qui les ai payées! Quelle suggestion vous donnez à un enfant qui voudrait devenir humoriste? Mon Dieu, des suggestions à des jeunes qui veulent devenir humoristes, à l'école, c'est de faire ce que vous faites là présentement. C'est de faire des entrevues, c'est de faire de l'impro, c'est de s'impliquer dans les spectacles pour voir si ça fonctionne aussi, des fois sur la scène ou en arrière de la scène. Si tu veux faire de l'humour, c'est de regarder du stand-up aussi. Puis c'est de faire des sketchs. Moi, je pense qu'il faut tout le temps que tu t'amuses avec tes amis. Faut pas que tu te prennes trop sérieux quand tu fais du stand-up. Fait que le conseil que je peux te donner, c'est si tu as le goût de faire ça, amuse-toi. Puis fais rire le monde. Puis je te jure, si tu peux faire ça, tout le monde peut faire ça dans la vie. À part nos parents, parce que des fois, ils sont plates. Hein? Est-ce que tu utilises souvent la soie dentaire? Régulièrement? J'ai tellement été gêné au moment qu'il y a un chunk de blé d'Inde qui est sorti de ma bouche au ralenti sur ma bavette bleue. Aïe, ça fait quand même 6 mois que j'ai pas mangé de blé d'Inde. Mon nom est Stéphane Fallu et j'assume. Ma première partie, je capote. C'est une des bandes favoris. Qu'est-ce qui vous a amené à faire votre métier? Qu'est-ce qui m'a amené à faire mon métier? Moi, quand je faisais des exposés orales, tu sais, quand j'étais à l'école primaire, puis moi, j'étais hyper gêné à l'école. Pour vrai, j'étais un des gars les plus gênés. J'étais timide. Puis quand je faisais des exposés oraux, mais les gens riaient. Même quand je voulais être sérieux, je faisais rire le monde. Puis après ça, quand j'ai fait de l'impro aussi, ça m'a donné le goût de faire du stand-up. Mais moi, j'ai commencé plus tard. J'ai travaillé dans les hôpitaux. Puis après ça, j'ai décidé de tout laisser tomber pour faire ce métier-là. Puis je le fais depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, ça prend juste un peu de courage, de la détermination puis un peu de folie. Okay. Yes. Quel genre de petit garçon vous étiez avant? Genre de petit garçon, j'étais hyper timide. Je bougeais mes jambes beaucoup comme toi aussi, souvent. Comme ça, puis je le fais encore d'ailleurs. Moi, j'étais gêné. J'étais pas la vedette de l'école. Mais j'avais un gros univers. Tu sais, moi, je lisais beaucoup. J'aimais le théâtre. Tu sais, moi, j'aimais partir dans ma tête. Des fois, je regardais le prof, là, puis elle disait quelque chose, puis là, je partais dans ma tête, là. Bon, j'étais TDAH, tu vas me dire, mais c'est ça. Fait que le genre de petit garçon que j'étais comme vous autres. J'étais curieux, j'avais le goût d'apprendre des choses. Je m'intéressais à beaucoup de choses. On n'a plus de limites. On peut tout acheter, on peut tout faire, on peut toujours aller vers la croissance. Puis juste l'idée de se donner des limites, c'est déjà comme faire ce qu'on appelle un pas de côté. T'sais. On pense recyclage, mais avant de penser recyclage, est-ce qu'on peut réemployer? Donc, quand on gaspille des produits qu'on les envoie au lieu d'enfouissement, c'est de l'énergie qui est gaspillée. Expliquez-nous ce que raconte le documentaire La richesse des ordures dont vous êtes le réalisateur.
En fait, le projet La richesse des ordures, ça parle de réemploi. Donc, souvent, on parle beaucoup de recyclage puis de trucs comme ça au niveau de l'environnement, mais il y a peu de gens qui connaissent le réemploi. Puis c'est important parce que c'est des matières qu'on a déjà. Donc, on n'a pas besoin d'aller créer des nouveaux objets pour en avoir. Donc, ça réduit beaucoup au niveau, justement, on pourrait dire de l'environnement. Pourquoi avez-vous décidé de réaliser un documentaire sur ce sujet? En fait, c'est quand même assez sidérant quand on voit partout les poubelles, les gens jettent souvent des trucs qui sont encore super en bon état. Puis, juste de ne pas penser à récupérer ces objets-là, leur donner une deuxième chance. Puis souvent, c'est des trucs qu'on peut encore réutiliser. Donc, c'est pas mal cette optique-là. Il faut essayer d'en récupérer le plus possible. Les artisans réparateurs ont tous fermé. On est en train de perdre notre autonomie. Pourquoi pensez-vous que les humains consomment trop de nos jours? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de marketing et qui fait que les gens sont sollicités à toujours acheter des trucs nouveaux sans considérer ce que j'appelle le respect de l'objet. Donc, on oublie vraiment, l'objet a été créé, puis tu sais, c'est tout un cheminement avant de se rendre chez nous. Fait que c'est tellement facile d'avoir ces objets-là maintenant. En 2 clics, on reçoit les trucs. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'accessibilité. Puis, il y a beaucoup aussi de savoir qui s'est perdu au fil du temps. Mais c'est ça, la cause première, je pense, c'est vraiment ça, là, qu'on devrait faire attention, avoir le respect de l'objet. Ça veut dire qu'il y a tout un processus avant que le truc soit créé. Donc, on va aller dans des mines, on va aller creuser dans les montagnes, on va aller fouiller dans l'océan pour faire des batteries. Il y a du transport aussi, toute l'essence, la main-d'œuvre. Donc, c'est un grand processus avant de dire que tu as l'objet chez toi. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qu'on ne réfléchit pas vraiment à tout ce qui est en amont. Donc, c'est une facilité d'acheter, une facilité de jeter. C'est un truc, je pense qu'on devrait se poser des questions. Donnez-nous des exemples de récupération de déchets qu'on pourrait faire. Bien, il y a plein de choses. Je pense à un endroit à Saint-Gabriel de Brandon où je suis allé. Donc, c'est un café avec une salle de spectacle. Puis, j'ai trouvé les gens qui ont été très innovateurs du fait qu'ils sortent un peu du modèle qu'on a comme préconçu. Donc, quand il a parti son café, la personne a acheté 0 ameublement. Donc, sur son plan d'affaires, il y avait 0 chiffre pour les meubles. Donc, il est seulement allé chercher des meubles usagés. Donc, des meubles, il y en a plein. Là, si on va dans les écocentres ou des trucs de seconde main, il y a façon de meubler complètement une maison ou un modèle comme ça, comme une business, avec des choses qui existent déjà. Puis en plus, ça donne une âme. Ça évite d'avoir un truc qui a l'air trop clinique où tout est pareil. Donc, je pense que c'est un des exemples qui est le fun, je pense, qui peut être transmis à plein d'autres types d'entreprises. Puis, ça fait son chemin. À qui s'adresse surtout votre documentaire? Bien, je pense que le sujet s'adresse à tout le monde, en fait. On s'adresse beaucoup, c'est sûr, aux citoyens, mais ça touche aussi les entreprises, ça touche aussi les maires, n'importe qui je parle de maires, les maires de ville, toute la politique, mais principalement, le but, c'est que ça ne soit pas moralisateur. Donc, ce qu'on veut, c'est inspirer les gens, puis aussi porter une réflexion, mais pas genre taper sur la tête des gens puis créer de l'éco-anxiété, parce que ça sert à rien, tout ça. Là. Donc, dans ma tête, à moi, c'était ça. C'était juste d'envoyer des pistes de solutions. Un peu. Parlez-nous de les difficultés que vous avez rencontrées dans ce documentaire. C'est sûr que faire un documentaire, moi, je dis souvent qu'un documentaire, c'est vivant. Donc, c'est pas comme si on fait un film de fiction où est-ce qu'on peut prévoir des prises ou des sujets vraiment d'avance. Donc, il y a tout le temps des surprises. Il faut comme s'adapter selon ce qui se passe. Parce que ce qu'on veut, c'est documenter. Donc, on veut montrer la réalité des choses. C'est sûr que d'essayer de rendre des poubelles sexy, de rendre le sujet intéressant, c'est pas toujours facile parce qu'on ne suit pas un individu en tant que tel. Donc, c'est pas l'histoire d'une personne, mais plus l'histoire d'une cause. Puis après, bien, c'est sûr qu'il y a des barrières comme aller sur un site d'enfouissement technique,
c'est pas nécessairement facile. C'est pas tout le monde qui veut avoir quelqu'un qui va documenter ça parce qu'ils ont peur de se trouver dans une mauvaise posture, mais j'ai été chanceux. Mais ça prend quand même beaucoup de travail aussi, toute la préparation aussi de tout ça. Parlez-nous de vos expériences passées en tant que réalisateur. En fait, comme réalisateur, j'ai fait des projets plus en environnement. Puis sinon, ça a été plus en direction photo ou caméraman sur des séries documentaires. Donc, des trucs, c'est tout le temps pas mal sur l'environnement, des causes sociales aussi. C'est pas mal mon cheminement. Hein. Quels sont vos futurs projets de réalisation? Oh là là, tu me poses une colle. J'aimerais continuer dans cette optique-là. Mais après, c'est tout un processus, je pense. C'est pas comme un interrupteur de lumière qu'on ouvre, qu'on ferme, puis que l'idée nous sort tout de suite comme ça par génie. Donc, je suis un peu en réflexion, mais c'est sûr que c'est encore là. S'il y a quelque chose qui suit, bien, il va forcément avoir quelque chose qui suit. Ça va rester toujours dans ces optiques-là un peu. Pas nécessairement le même sujet, mais peut-être aussi il y a place à exploiter. J'ai eu quand même beaucoup de commentaires pratiquement sur une suite. Donc, on verra. Ça va se décider au fil du temps.